Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire du cabinet CBA. Aujourd'hui, on parle de la déclaration des revenus de 2022 avec deux sujets très différents, mais techniques et qui intéressent pas mal de monde, puisqu'on a, nous, beaucoup de demandes. Premièrement, la déclaration des impôts concernant les crypto-monnaies et puis le statut d'impatrié. Deux choses qui n'ont rien à voir entre elles, mais qui sont intéressantes et pour des raisons différentes. Alors, il faut déjà, on va commencer par la crypto-monnaie, savoir à quoi correspond la crypto-monnaie et comment on l'impose. La crypto-monnaie, c'est à l'inverse du système normal fiduciaire, un système décentralisé qui dépend d'aucune banque ou institution et qui repose sur une mécanique qu'on appelle la blockchain et qui va donc sécuriser les informations et qui va permettre, comme dans une sorte de base de données, de stocker des éléments et on va pouvoir utiliser ça dans le cadre d'échanges, un peu comme de l'argent, mais sans voir et sans sentir cette somme d'argent. Alors, la crypto-monnaie, on a deux activités, c'est-à-dire on va aller investir pour acheter de la crypto-monnaie, la revendre, réaliser des opérations bénéfiques. Et puis, il y a une autre activité alors, qui nécessite d'être quand même très spécialisée, c'est celle du minage. Ça veut dire qu'on va être amené à créer informatiquement de nouvelles monnaies et donc on va avoir, dans le cadre de la blockchain, on va être propriétaire de monnaies supplémentaires. On va créer de la monnaie. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'en fiscalité, on a deux régimes aujourd'hui. Le régime d'imposition diffère que l'on soit professionnel ou non professionnel. Si l'on est professionnel, on a soit par l'intermédiaire d'une société une imposition à l'impôt société, à l'IS, soit si vous êtes une personne physique, une imposition au BNC, bénéfices non commerciaux. C'est un peu la catégorie fourre-tout où on trouve les professions libérales, mais aussi toutes les activités non déclarées. Euh, c'est honnêtement pas la plus rentable parce qu'on est soumis à de très fortes charges sociales et après à l'impôt sur le revenu. Néanmoins, si vous n'êtes pas professionnel, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez être imposé selon ce qu'on appelle la flat tax, c'est le prélèvement libératoire, qui est de 30%. Ces 30% sont composés de 12,8% d'impôt sur le revenu et de 17,2% de contribution sociale. Donc voilà pour la mécanique, ce sont les crypto-monnaies et quel est le régime d'imposition. Alors nous, on va regarder uniquement l'imposition des particuliers. Attention parce qu'un certain nombre de particuliers, dans le temps, peuvent devenir, et à force d'agir, des professionnels. Et l'administration a tout intérêt à requalifier en professionnels. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque vous faites votre déclaration d'impôt sur le revenu, vous allez ouvrir le formulaire 2086 qui va vous permettre de détailler les plus ou moins values réalisées sur les cessions d'actifs. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, alors c'est d'ailleurs un peu amusant quand on ouvre le document sur Internet, c'est qu'on vous explique que vous êtes limité à une centaine d'opérations. Pourquoi? Parce que plus de 100 opérations, l'administration considérera évidemment que vous êtes un professionnel et que même en faisant moins que 100, on pourrait être qualifié en professionnel. Donc, il faut comprendre que l'imposition se fait au titre de l'année au cours de laquelle intervient la cession. La cession de la crypto-monnaie qui s'analyse fiscalement comme une rétribution en monnaie fiduciaire. C'est-à-dire que si vous faites des opérations uniquement par l'intermédiaire de crypto-monnaies, vous n'avez pas d'imposition. L'imposition va être réalisée à partir du moment où cette crypto-monnaie, vous allez demander à la changer en euros, en dollars ou dans une autre monnaie fiduciaire. Et c'est là que vous devez déclarer. Donc, en 2022,
on regarde en termes d'encaissement et de décaissement ce que vous avez fait comme opération. Si vous avez acheté, il n'y a pas de fiscalité. Si vous avez revendu ce que vous aviez acheté en 2022 ou même auparavant et que vous l'avez revendu dans le cadre d'un échange et donc avec une monnaie fiduciaire, là, vous allez être amené à être imposé. Alors, dans ce formulaire, il y a quand même un certain nombre d'éléments. Ça fonctionne un peu comme un calcul de plus-value. Alors, c'est un peu fastidieux parce que généralement, on a beaucoup d'opérations et donc, on va déclarer le nombre d'opérations, la valeur globale du portefeuille au moment de la cession, la date de vente, le prix de cession et puis surtout le prix d'acquisition puisque vous êtes imposé sur le différentiel. Et vous pouvez, dans le cas où vous avez une plus-value, venir imputer les frais de cession. Donc, il faut bien comprendre que dans le cadre des pays de l'OCDE, c'est un mécanisme d'imposition classique qui ressemble d'ailleurs à l'imposition des valeurs mobilières. Juste petite précision, dans les pays de l'OCDE et en Europe, la seule exception est le Portugal qui ne taxe pas les crypto-monnaies, sauf si c'est une activité professionnelle. Alors, après, on va être amené à détailler dans le formulaire 2042C en cas d'activité occasionnelle. Et donc, on va reprendre les éléments de la déclaration qu'on a faite, de la déclaration annexe. Et dans le 3N ou 3BN, on aura la plus-value ou la moins-value réalisée. Donc, voilà sur la manière de déclarer. Maintenant, si vous êtes imposé en professionnel, donc sur une activité habituelle, et que vous aviez déjà fait des déclarations, il va y avoir un changement. L'an dernier, vous aviez l'habitude de déclarer dans les BIC. Là, maintenant, comme je vous l'ai dit, on va déclarer dans le BNC et on déclare dans le BNC soit en micro-BNC, soit en déclaration contrôlée. Donc, il faut vraiment déterminer où vous allez vous trouver. Et on parle de recettes. C'est un peu particulier de parler de recettes dans de la crypto-monnaie, mais c'est à la définition même du BNC. La recette, c'est votre prix de cession brut. Donc, on a vu l'activité professionnelle avec la première annexe, l'activité professionnelle avec la 2042C, et puis on précise quand même qu'on a une déclaration, la 3916, qu'on utilise dans le cadre de comptes bancaires déclarés à l'étranger, et notamment dans le cas où on souscrit auprès de plateformes étrangères. C'est extrêmement important de le faire parce que l'administration demande de plus en plus des justificatifs dans le cadre des différentes opérations réalisées. Et donc, si elle constate que vous n'avez pas déclaré que vous intervenez par le biais d'une plateforme étrangère, vous pouvez être susceptible d'avoir une amende. Voilà. Donc, je pense que là, sur tout ce qui concerne les crypto-monnaies, ce qu'il faut retenir, élément important, c'est la faculté d'être considéré comme un professionnel ou un non professionnel. Le non professionnel est imposé à la flat tax. Le professionnel en BNC avec un régime micro BNC ou déclaration contrôlée, ça veut dire le déclaration contrôlée, c'est le régime normal du BNC. Si vraiment vous avez une activité professionnelle, moi je vous conseille de passer par une société plutôt que de faire cela dans le cadre d'une activité en indépendant. Vous aurez une trop forte taxation quand vous additionnez le coût fiscal et le coût social. N'oubliez pas de déclarer la plateforme par laquelle vous intervenez si c'est une plateforme étrangère. Alors, l'impatriation, c'est totalement différent puisque le régime d'impatriation concerne des personnes qui vont revenir en France. Ça peut être des salariés, des dirigeants d'entreprise, et on va leur faciliter le retour en France par des avantages fiscaux.
il faut que l'on vous recrute alors que vous êtes à l'étranger. Et donc, il faut pouvoir démontrer qu'on va passer donc d'un régime fiscal de résidence fiscale étrangère à un régime fiscal français. Bien évidemment, on parle d'engagement pour des salariés, pour des dirigeants qui ne vont pas être dans leurs propres entreprises. Les conditions sont relativement basiques, éléments importants, et on les retrouve dans beaucoup de mécanismes d'avantages fiscaux internationaux, c'est qu'il ne faut pas avoir été résident fiscal français au cours des 5 dernières années. Donc, parce que ça serait trop facile de partir une année à l'étranger, de revenir et de bénéficier de ce régime-là. Donc ça, c'est le premier point plutôt logique. Et puis, le deuxième point, il faut devenir résident fiscal français. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce mécanisme a été créé pour optimiser la venue principalement de cadres et de dirigeants. La vision au départ était de faire venir notamment des gens qui sont aujourd'hui à Londres et en leur donnant ce mécanisme qui a une durée de 8 ans, leur donner des avantages fiscaux pour pouvoir se projeter et ne pas limiter le montant des avantages. Donc, très, très important, la durée, on peut aller sur une durée de 8 ans. Les conditions de base, ne pas avoir été résident fiscal au cours des 5 dernières années et devenir résident fiscal français au titre de l'année où on revient en France. Donc, il ne suffit pas d'avoir un poste de salarié auprès d'une entreprise française. Il faut vraiment avoir son foyer d'habitation, son centre des intérêts économiques et donc répondre aux critères de l'article 4B du Code général des impôts. On a plusieurs choses qui vont pouvoir se passer. Premièrement, la prime d'impatriation. La prime d'impatriation, c'est tout simplement un supplément de rémunération qui va être donné en lien avec l'exercice de l'activité professionnelle. Cette prime, dans ce mécanisme-là, elle est exonérée. Alors, on va devoir la justifier quant à son montant, mais depuis 2018, on peut opter pour une déduction forfaitaire de 30% de la rémunération totale, ce qui permet de ne pas rentrer dans une analyse et dans ce qu'on appelle un comparable pour pouvoir dire est-ce qu'une personne qui est en France, qui a le même poste, quel est le montant de sa rémunération, donc la prime que je vais pouvoir aller demander. Il faut comprendre que les personnes qui sont visées sont quand même des cadres supérieurs et donc qu'on va avoir la question pour elles de continuer à exercer une activité à l'étranger. Dans la mesure où elles travaillent pour le même employeur français dans le cadre de cette activité, on aura une exonération de la part de la rémunération qui correspond à cette activité à l'étranger. Et puis, on va pouvoir opter sur une exonération globale limitée à 50% de la rémunération totale ou une exonération de 20% pour la fraction de la rémunération perçue au titre de l'activité exercée à l'étranger. Donc, dans ce cadre-là, on a deux limitations. Il faut comprendre que ce régime d'impatriation, qui est lié au fait de revenir en France, être résident et travailler pour une société française, ne concerne pas uniquement la rémunération. On a des avantages qui sont liés aux revenus patrimoniaux. Donc, on va avoir une exonération de 50% et ça va recouvrir pour 3 qualités de revenus, les revenus de capitaux mobiliers, les droits d'auteur et les plus-values de cession de valeurs mobilières. Il faut que l'organisme à l'origine du versement se situe dans un État ou un territoire hors de la France et qu'il ait conclu avec la France une convention en matière d'assistance et de recouvrement, et notamment de lutte contre la fraude fiscale. Donc,
intéressant parce qu'on a un régime salarial de faveur, mais aussi on a un régime patrimonial de faveur. Et donc, comment ça va se passer? On va remplir dans le formulaire 2042. Alors, le formulaire 2042, je vous rappelle que c'est la déclaration classique, les 4 premières pages de la déclaration. Donc, on va remplir la rémunération nette imposable. Et puis, dans la 2042C, qui est une déclaration complémentaire, on va aller détailler les salaires et primes qui doivent être reportés. Voilà. Sur l'impatriation, donc, ce que je voulais expliquer, c'est qu'on a un régime alors, qui est extrêmement contrôlé, que je pense qu'on a quasiment 100% de nos clients qui sont contrôlés dans les 2 ans avec un régime d'impatriation. Ça nécessite quand même une certaine technicité de bien l'analyser. Ça ne s'analyse pas une fois qu'on est arrivé en France, mais généralement avant. Ça doit, on en parle dans le contrat de travail, il y a des éléments quand même factuels, et puis vérifier, par exemple, le versement de la prime, si elle correspond bien aux éléments et comment elle a été déterminée. Il y a un certain nombre donc de points à regarder pour en bénéficier. On peut facilement être hors sujet sur ce point-là, donc il ne faut pas hésiter à consulter, mais aussi à se renseigner et à ne pas croire obligatoirement ce que vous dit votre employeur qui, lui, le voit comme un avantage, mais ne veut absolument pas vous l'organiser. Donc voilà, si vous revenez vivre, travailler en France, au moment où vous allez signer votre contrat avec l'entreprise française, si vous respectez bien les conditions, notamment les 5 ans sans résidence fiscale, il faut aller passer en revue les différentes options qui s'ouvrent à vous sur les primes. Alors, il y a beaucoup d'autres choses, hein. Il peut y avoir une prise en charge des frais de déménagement, et puis on a vu les aspects concernant les revenus du patrimoine. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur ces 2 sujets très particuliers et très différents. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire et je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire du cabinet CBA.